Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière où je vais participer à un challenge manga, donc ma manga tech idéale en 20 questions. Il y a plusieurs influenceurs manga qui l'ont déjà fait, mais c'est principalement initié par la chaîne Sélection Manga, sur laquelle je regarde des vidéos et qui j'espère regardera peut-être aussi cette vidéo. En tout cas voilà, je me suis dit que ça serait sympa de participer un peu à ça et présenter aussi un peu pour répondre aux questions et donner mon avis un peu sur ça et présenter ma manga tech idéale au travers de ces 20 questions. Donc la première question c'est mon manga japonais préféré. Bon, pour ceux qui ont regardé le top du mois de décembre, il fait partie dedans. C'est pas forcément le top 1, c'est pas malheureusement Asylum Voice, même s'il fait partie de l'une de mes séries préférées. Mais je pense mon manga japonais préféré, ça reste Spirit Seeker. 10e dans le top, mais ça reste un manga coup de cœur pour moi, que j'ai dû relire au moins 4-5 fois, tant j'apprécie un peu l'histoire et l'univers que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure de le lire. C'est en gros, ça raconte l'histoire de Yoma, qui est un Saonome qui chasse un peu les esprits malveillants qui ont hanté des objets dans ce monde. Et il y a un peu une haine face à ces esprits qui ont tué son frère et sa sœur lorsqu'il était plus petit. Mais il va apprendre à vivre avec Botan Nagatsuki qui est là et qui va en gros, qui vit avec des esprits, qui a une enfance pas forcément très facile et qui est relié un peu une sorte de malédiction un peu avec ces esprits. Et Yoma va essayer de vivre un peu avec eux pour découvrir déjà un peu le bon côté des Tsukumogami et voir peut-être essayer de se rapprocher aussi un peu de Botan et découvrir un peu pour lui offrir un quotidien un peu plus sympa que de ce qu'elle vit actuellement. Ensuite, mon manga français préféré, alors j'en ai lu plusieurs, quelques-uns que j'ai pas forcément plus apprécié que ça non plus, même si dans la globalité, j'en sors pas forcément trop déçu non plus, mais je pense que mon manga japonais préféré, ça reste sans doute Onera, disponible en 4 tomes. Alors j'ai lu Radiant aussi, j'ai pas encore lu Dreamland, il y a Orion, je dis pas de bêtises, je mettrai de toute façon sur une couverture du manga, qui pareil, j'hésite à mettre dans le top, mais vu que c'est encore en cours et que les tomes prennent un peu de temps à sortir, je suis pas forcément, je le classerai peut-être pas forcément encore dans la meilleure nouveauté, meilleur manga français que j'ai lu. J'ai lu Nebelheim aussi, d'autres titres encore de H2T qui depuis a changé de nom, qui s'appelle Nouvelle Hydre, qui était sympa, mais comme vraiment celui qui m'a le plus surpris, c'était Onera, donc peut-être pas forcément trop présenté, ça reste quelque chose un peu de dark fantasy, assez bien dessiné quand même, on a quand même de très belles pages un peu dedans, qui fait parler quand même pas mal de lui. Je pense qu'avec Radiant, Dreamland, ça fait peut-être partie des mangas français new gen, on va dire un peu, qui vont le plus parler d'eux, qui sont les plus connus. Donc troisième question, le manga, le webtoon que un ami ou que ta moitié t'a fait découvrir. Alors j'avais la chance durant ces dernières années, même si maintenant mon ami a déménagé, d'avoir un ami qui avait pas forcément trop loin de chez moi, qui avait des goûts aussi un peu différents en manga. Donc on s'échangeait de temps en temps un peu différents tomes pour découvrir des séries l'un à l'autre. Alors le choix était assez difficile puisqu'il m'a quand même fait découvrir de bonnes séries. Il y a par exemple L'Homme de la Mer que j'avais déjà parlé, également Golden Ship aussi que j'ai très bien apprécié, disponible en 3 tomes. Mais je pense l'œuvre qui m'a le plus marqué, qui m'a montré et que j'ai acheté directement même après l'avoir lu et découvert parce que je voulais aussi posséder le titre. C'est Un dernier soir à Pékin. Bon, je triche un peu, c'est pas vraiment un manga, c'est un manga chinois, alors je crois que c'est un manhwa si je dis pas de bêtises. Un manga chinois disponible pourtant en France, mais qui reste un peu loin, voilà, c'est pas forcément webtoon, un manga français, donc je triche un petit peu, je sors un peu de la ligne, même si ça reste un peu dans le style manga. Et en gros, ça raconte l'histoire, je me rappelle plus forcément du personnage, mais c'est un jeune garçon qui habite en Chine, à Pékin, donc à Pékin, qui se rend un peu à Pékin, qui va nous raconter un peu différents flashbacks de son enfance qui n'était pas forcément toujours très facile. Par exemple, quand il était à l'école, il nous dit que voilà, le quotidien n'était pas forcément il était assez difficile là où est-ce qu'il vivait. Tout le monde, il y avait soit 2 voies, soit tu poursuivais dans les études et après tu quittais un peu la ville où tu habitais pour aller dans la grande métropole et gagner de l'argent pour nourrir après ta famille. Et c'est ce que, je crois que les parents, je crois, alors c'est le père, je suis plus sûr si la mère le fait aussi, mais l'un des 2 parents en tout cas de l'enfant qui est parti dans la ville et qui envoie juste de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc un lieu assez difficile. Un de ses amis va un peu tomber dans le trafic de la drogue, qui est un peu l'autre option sur laquelle tu vas si vraiment tu as envie de... tu tournes, si vraiment tu as envie de survivre un peu dans ce monde. Donc c'est un truc assez dur, enfin c'est dur, assez métaphorique, vraiment. Il nous explique un peu tout le quotidien là-dessus et c'est un peu la force aussi de Golo Zhao, l'auteur, qui a fait plusieurs titres aussi disponibles en France, qui explique vraiment un peu la vie difficile en Chine, exactement en quoi ça correspond, en quoi les difficultés que les gens peuvent avoir là-bas et en quoi exactement ça peut engendrer comme peine. Et en gros, voilà, on va voir notre héros qui, au fil, alors 4 petites histoires qui nous présentent 4 flashbacks avec des histoires, des anecdotes un peu différentes aussi de son passé, qui étaient très bien, surtout qu'après on a une petite
Alors, pas forcément trop spoil les dernières pages, mais le titre, Un dernier soir à Pékin, a aussi un sens, parce qu'en fait, il raconte ça à une amie qui est à Pékin, et qui, à la fin de son voyage, enfin, la fin du tome, hein, va malheureusement quitter Pékin pour ce moment-là, et quitter un peu son ami. Donc, c'est un titre que j'ai apprécié, que j'ai clairement, je pense que je recommanderais. Ça reste une très bonne œuvre de Golo Zhao. Peut-être, alors le tome est quand même un peu cher, ouais, 22,50 €, je vois derrière. Ah, peut-être un peu cher, après c'est pas forcément trop épais, mais si vous voulez découvrir un peu un bon manga, un manga chinois, je pense que ça reste une bonne œuvre. Prochaine question, le manga où je possède le plus de tomes, sans contexte, Kingdom. Je pense que clairement, une valeur sûre, c'est peut-être partie même des tops de beaucoup de personnes, et pareil, moi c'est partie des top mangas. On est à 73 tomes déjà, ça continue. D'après ce que l'auteur disait, on est un peu au-dessus de la moitié, donc ça risque de faire sans doute vers les 100 tomes. Après, il y a d'autres séries où qui possèdent déjà un peu plus de 100, qui peuvent posséder plus de 100 tomes en fonction des éditions. Par exemple, One Piece, mais j'ai pas forcément encore tous les tomes. Ou Pokémon, mais vu que c'est des tomes, des fois un peu, il y a une première édition avec des tomes assez souples et que maintenant c'est des tomes un peu triples ou des tomes un peu plus gros. Je suis pas tout à fait sûr si on rattrape un peu la parution de tout ça, surtout que c'est des arcs un peu différents. Et c'est pareil, après il y a Jojo aussi, mais j'ai pas encore tous les arcs, donc officiellement, le manga où j'ai le plus de tomes dans ma collection, ça reste Kingdom pour le moment. Cinquième question, donc le manga qui m'a fait le plus rire. Alors j'ai pas forcément trop de mangas qui m'ont beaucoup fait rigoler, c'est surtout principalement des animés. J'en retiens quand même quelques-uns, et par exemple Kaguya-sama qui pareil, bon j'avais surtout découvert au début avec l'animé, mais que j'ai suivi ensuite un peu en manga, et qui est assez marrant un peu au début avec les situations dans lesquelles les personnages se retrouvent, qui commence à arriver vers un temps un peu plus sérieux, mais je pense le manga qui me fait un peu le plus rire et qui fait partie de la collection, qui est clairement où j'ai peut-être eu mes meilleurs fous rires, c'est la collection What the Fuck avec Magical Girl Holy Shit. Pour raconter vite fait un peu l'histoire, c'est une entité extraterrestre un peu comme dans Sailor Moon qui va trouver une humaine, pas forcément trop montrer attention d'image, qui va trouver une humaine, lui donner un peu des pouvoirs magiques en disant qu'elle va pouvoir battre les Stromons qui arrivent sur Terre et sauver un peu le monde. Sauf que là, on se rend compte qu'en fait, la fille à qui elle a donné des pouvoirs, en fait, c'est une grosse brute, elle fume, elle dit des gros mots, complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer d'une Magical Girl, un peu à l'image du titre et de la collection What the Fuck. Et clairement, je pense que les premières pages, genre ça devient un peu plus sérieux par la suite, mais clairement, les premières pages, les premiers chapitres, je pense que c'est là où j'ai eu mes meilleurs fous rires. Est-ce que j'arrive à retrouver un peu la page en question? Ouais, à la rigueur, il y a celle-là, je suis dans la merde. Franchement, je la regarde encore, ça me fait tellement marrer, tellement la situation qui se passe un peu avant et qui fait que le personnage est ici est tellement con. Et là aussi, pareil, alors je sais pas si vous avez peut-être bien à voir. Je suis ok, c'est mon tour. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Maintenant, elle va venir pour moi. C'est complètement con. Quand on sait en plus ce qui se passe avant, c'est complètement con. Mais clairement, ça fait partie des œuvres en tout cas avec lesquelles j'ai le plus rigolé. Et, je recommande aussi un peu la lecture, surtout Suyu, qui est un artiste qui mâche pas forcément ses mots. Il montre un peu de nudité des fois dans ses mangas, mais il mâche pas forcément ses mots et peut faire preuve aussi d'une très grande violence, malgré qu'il arrive à nous montrer des situations, aussi des situations comiques. Le manga après, la prochaine question, c'est le manga que j'ai le plus détesté. Alors je l'ai pas sur moi et pour raconter un peu l'anecdote, c'est un manga de foot. Alors à un moment, j'étais dans une période où je regardais un peu plus des mangas de foot et des animés de foot, j'avais envie de découvrir des séries. Et j'étais tombé sur Mayball, un manga de foot féminin. Je me suis dit, tiens, ça change un peu de ce qu'on peut avoir avec Olivier Tom, Inazuma Eleven et tout ça. Je vais essayer de découvrir. J'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup en me disant, bon, il y a des chances que ça me plaise et que j'aime bien. La fin du premier tome, j'ai clairement pas apprécié. Je me suis quand même lire un peu la suite pour donner une chance un peu à la suite, voir si ça s'améliore. Clairement, ça fait partie des mangas où j'avais des petites attentes. J'ai été totalement déçu. Je l'ai revendu direct. Je me suis dit, c'est clairement pas pour moi. J'ai fait une erreur en l'achetant. Donc, l'un des mangas que j'ai clairement... Comment expliquer un peu ce qui se passe? Mais en gros, c'est une fille qui travaille, je crois, dans un onsen, qui aime un peu le foot, qui va rejoindre, alors je sais plus si c'est son école ou si c'est un club de foot, mais elle va rejoindre un club de foot avec des filles qui n'ont jamais fait de foot, elles sont complètement nulles, ça part sur 2 ecchi quasiment toutes les 3-4 pages. Il n'y a pas forcément d'histoire. Au bout de 3 tomes, je crois, on a commencé un match et pareil, elles sont tellement nulles que finalement elles ne servent à rien faire. Ça crie, ça hurle, c'est juste pour des trucs pour montrer des scènes d'ecchi. Clairement, j'ai pas ressenti l'aspect du foot ou ce que je recherchais un peu pour présenter un peu un manga de sport, un peu différent, un manga de sport féminin. Donc clairement, c'est partie des mangas, je pense, que j'ai le plus détesté, en tout cas quand je pensais à cette question, c'est directement le titre qui m'est venu à l'esprit. La prochaine question, c'est le manga ou le webtoon le plus triste pour moi. Alors le choix, pareil, est un peu difficile, il y a plusieurs mangas où il y a pas mal d'événements tristes, je peux par exemple penser à Silence Voice où pareil, je verse à chaque fois une larme lors d'un certain passage
avec Shoko vers la fin de la série, forcément trop dévoilé, mais ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le manga savent un peu de quoi je parle. Mais je pense vraiment il y a peu de mangas du bout en bout qui m'ont vraiment beaucoup fait chialer. Il y a à la rigueur peut-être 300 jours avec moi, où pareil c'était plus à cause de l'attachement des personnages, ou encore Clown Doctor, pareil c'est une série un peu qui présente des clowns hospitaliers dans un milieu assez difficile et tout ça, même si le titre va assez vite. Peut-être l'un des titres récents qui m'a bien marqué aussi là-dessus, qui était assez triste, que j'ai envie de présenter, donc c'est Elena et Monsieur Wolf. C'est en gros l'histoire d'une petite fille où ses parents vont malheureusement avoir un accident, elle va se retrouver avec son petit frère, elle essaie un peu de se débrouiller, mais le frère pareil, ils vont un peu toquer aux voisins et tout ça, mais ils vont essayer de toquer aux voisins pour essayer de trouver un peu une solution et avoir un peu à manger pour essayer à survivre. On se retrouve dans un orphelinat, mais on va apprendre que le petit frère va aussi avoir une sorte de petit accident qui va mettre un peu sa vie en jeu. Je ne vais pas forcément trop en dévoiler non plus, surtout que c'est une série courte en 2 tomes. Et on va voir Elena essayer de retrouver un peu le sourire, parce qu'elle est fan de dessin, elle est fan d'un auteur, donc qui est Monsieur Wolf, qu'elle va rencontrer à un moment lors d'une séance de dédicace. Ils vont se rapprocher un petit peu plus, ils vont essayer de faire connaissance, on va voir apprendre un peu plus le passé d'Elena et de Monsieur Wolf aussi, comment est-ce qu'il est arrivé comme ça, pourquoi est-ce qu'il porte un masque de loup, et le lien que ressentent un peu les différents personnages, vu que ça parle un peu, Monsieur Wolf était aussi une personne qui a vécu dans un orphelinat et qui n'avait pas forcément de parents. Donc c'est un manga plutôt assez triste pour les personnages, notamment pour Lena, où clairement un personnage qui n'a pas eu la vie facile, pourtant elle continue encore à regarder le sourire. Ça fait partie des personnages où vraiment tu as envie de t'attacher un peu à elle, qu'elle ait du bonheur, qu'elle puisse avoir une vie un peu plus paisible et que la vie soit plus clémente avec elle en tout cas. Ouais, c'est partie des titres, je pense, que c'est pas qui m'ont fait le plus pleurer, mais clairement où j'ai eu plus d'émotions pour un des personnages. La 8e question, donc c'est le mangaka où je préfère les dessins. Alors c'est assez particulier, j'avoue, il y a plusieurs mangaka où j'aime bien le dessin, par exemple Kuji Seo où clairement j'étais fan, je trouve son style artistique dénature, enfin sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment un truc un peu réaliste, plus proche de la BD, mais il y a vraiment un style unique que je trouve personne n'arrive à imiter ou a réussi à faire quelque chose de similaire, même si ses premières œuvres étaient un dessin assez particulier, mais en tout cas les dernières, clairement, quand tu vois du Kuji Seo, tu arrives à reconnaître tout de suite le rythme, tu sais exactement de qui c'est. Il y avait également aussi Avec la Dame, donc forcément l'auteur, mais ça j'en parlerai un peu plus tard, où pareil il y a des planches des fois qui te submergent, elle arrive à faire retranscrire les émotions, que ce soit dans Avec la Dame ou Nos cœurs évanescents, elle arrive à faire retranscrire les émotions au travers des pages et des dessins, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Et l'autre série où clairement, alors je n'en parle pas forcément trop assez, mais où les dessins font honneur un peu à l'univers, un peu de dark fantasy et de sorcières, donc c'est The Witch and the Beast, qui a été en animé, mais clairement je vous conseille le manga qui est succulent, ça raffole déjà un peu plus des pages. Alors déjà il y a un style un peu atypique parce qu'on est dans une récit un peu une sorte de chasse aux sorcières, un sorcier et une bête, un peu comme le titre Witch and the Beast, qui vont partir à la chasse qui vont chercher une sorcière qui aura mis une malédiction sur un des 2 personnages. Et ce qui est bien, c'est que vraiment je trouve déjà on a un style atypique, un style de dessin assez sympathique, qui présente un peu bien l'action. On voit vraiment un peu un monde sombre, le fait voilà, qu'on est un peu dans un monde de magie, un monde où le danger peut être présent aussi un peu partout. Et je trouve qu'il y a vraiment un soin particulier à porter déjà à l'apparition des sorcières, et tu passes toujours quelque chose de marquant aux sorcières. Et des fois, tu sais pas pourquoi, genre tu retournes une page et tu as des putains de pages comme ça, des présentations, des panoramas, tu as envie d'en faire, de les imprimer, d'en faire des cadres photos, tellement les pages des fois peuvent être magnifiques et les compositions peuvent être détonnantes aussi clairement. Quand tu as des trucs comme ça, un style un peu gothique, vitraux, je trouve, ça rend vraiment honneur un peu au personnage. Est-ce que j'avais retrouvé peut-être une des pages avec une des sorcières ici, pour présenter aussi un peu le style des fois qu'on peut retrouver avec l'apparition d'une sorcière, qui vraiment est toujours un élément fort de la série. Il n'y en a pas forcément tout le temps non plus, mais lorsqu'il y en a une qui apparaît, c'est toujours un élément un peu marquant et avec une mise en scène, voilà, par exemple avec le personnage, clairement un des personnages le plus beau, je trouve, de la série. C'est de cacher un peu le texte quand même pour pas forcément trop spoil. Mais ouais, ça reste une des séries, je pense, avec le dessin qui clairement fait honneur à l'univers, et une des séries où j'adore à chaque fois me replonger dans l'univers, tellement le dessin est atypique et soigné, travaillé, et que j'adore cet univers. Prochaine question, qui me permettra aussi de revenir un peu sur une petite anecdote, donc qui est le premier manga lu. Alors, le premier manga que j'ai lu, c'est grâce à mes parents qui me l'avaient acheté à un moment quand on partait en vacances. Donc, pour une petite anecdote, je regardais déjà un peu l'anime One Piece. Ma mère, je savais que j'aimais bien ça, et du coup, elle m'a acheté le tome 46 de One Piece, alors je sais pas si c'était le dernier qui était sorti à l'époque, je peux plus forcément trop vous dire, mais que j'ai lu, alors on était parti en vacances, je sais plus forcément en Italie, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai dû le lire 2 ou 3 fois, clairement. Donc c'était bien, c'était assez cool. Alors bon, le truc, je crois que dans l'anime, on était vers Water 7, alors on est déjà en plus avec les numéros blancs, donc il y avait les noms genre Pipo, Sandy, encore un peu bizarre. Et je crois que dans l'anime, on était à Water 7 comme un peu avant.
Donc ça me paraissait bizarre déjà de voir qu'il y avait Franky un peu dans le tome et qui rejoignait en plus directement l'équipage. Je me suis dit tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pas forcément trop à l'occasion de le voir. Et ceci, ce tome, on a l'arrivée de Brooke, donc je me suis spoil un peu l'arrivée d'un personnage que je connaissais pas. Après l'avantage en vrai c'est que je pense, alors je sais pas si elle a fait exprès ou quoi, ou c'est vraiment le tome qui était sorti, mais vu que c'est le début d'un nouvel arc, j'étais pas forcément trop perdu, même si certaines situations je savais pas forcément trop ce que c'était, mais j'ai pu au moins découvrir l'arc dans ses débuts, l'arc de la découverte de Brooke et l'arc de Thriller-Back, qui après j'ai continué un peu avec le reste des tomes et découvert surtout aussi un peu avec l'animé qui m'a permis de plus me replonger dedans. Donc voilà, c'était vraiment un peu le premier manga que j'ai lu et où j'ai continué après un peu à les recevoir après, que ce soit pour des fêtes, des anniversaires ou des fois pour ma mère, comme ma mère, passer en librairie, acheter un manga pour diverses occasions. Et ça me permet de rebondir peut-être aussi sur l'autre question qui est du coup le premier manga acheté. Alors là c'est pareil, mes souvenirs sont assez vagues dessus, c'était durant la période du lycée. Et je sais qu'il y a plusieurs séries que je lisais à ce moment-là, il y a par exemple déjà One Piece, alors on pourrait citer One Piece peut-être manga acheté. Je sais qu'il y avait l'Attaque des Titans aussi, qui était une série que je lisais déjà un petit peu. Mais je pense que la série, alors j'ai pas le tome sur moi, mais la série avec le tome, le manga que j'ai peut-être, le premier manga que j'ai acheté avec vraiment mon argent de poche et l'argent que j'avais gagné aussi avec différents jobs d'été, je pense que c'est Pokémon Rouge. Alors c'est soit ça, soit SNK ou One Piece, j'ai un doute entre les trois. Diversifié, on va dire un peu Pokémon, mais ouais, c'était Pokémon Rouge. Alors le gros pavé de 500 pages en plus, qui clairement te prenait du temps à lire en plus et valait son argent parce que tu avais 500 pages pour 10 euros. Alors je sais que tout le monde n'aime peut-être pas forcément trop, c'était pas forcément un trap de Pokémon où l'univers reste un peu enfantin, mais je sais qu'à l'époque ça m'avait bien plu et voilà, je me suis dit tiens l'univers de Pokémon, j'aimais bien les jeux vidéo, donc j'ai découvert le manga après avec ça. Pour la suite du coup on va parler de mon manga de sport coup de cœur. Alors j'en ai pas lu tant que ça en vrai, à vrai dire, il y a Slam Dunk, je sais, je suis en train de découvrir. Je pourrais pas forcément tout de suite le classer en tant que manga coup de cœur, même si ça reste sympa et que je trouve les derniers tomes commencent à remonter un peu le niveau. Ça a quand même pris du temps un peu de démarrer et j'attends quand même de voir la fin de l'histoire pour quand même confirmer si c'est un coup de cœur ou pas, mais en tout cas, ça reste une bonne série. Mais une des séries où je savais déjà un peu que je l'ai bien apprécié et clairement même dès que j'ai commencé à les lire, j'ai bien apprécié, j'ai tout de suite bien accroché, c'est Ansel Sakamichi. Bon, j'ai un peu raconté sur le blog et peut-être aussi en vidéo, je suis plus sûr, mais en gros, vu que je fais un peu de vélo, je suis à la tête du vélo, je comprends un peu ce que c'est et c'est bien parce qu'en clair, il y a même des petites techniques qui peuvent nous apprendre, soit pour les gens qui sont pas forcément trop habitués ou même les gens qui découvrent le vélo. Par exemple, le tome 5 qui clairement présente un peu des techniques assez basiques et même présente des personnages qui n'ont pas une force surhumaine ou qui n'ont pas un talent inné pour le vélo ou pour le cyclisme, qui sont des personnages tout à fait normales et qui pourtant, avec de la persévérance et de l'acharnement, ont réussi un peu à se hisser à un niveau assez respectable qui permet de montrer que clairement les efforts payent. On arrive en faisant un peu de vélo et même le fait de Sakamichi aussi pareil, c'est plus un otaku qui faisait du vélo pour aller à Kabara et qui de fil en aiguille s'est dit tiens, est-ce que je rejoindrais pas le club de vélo en voyant que c'est aussi un sport qui finalement me plaît. Donc clairement, un manga de vélo sur un sport que j'aime bien, j'avais clairement tout pour accrocher. Prochaine question, c'est le manga que j'aimerais lire bientôt. Alors il y a pas mal de mangas. Je vais déjà présenter un peu les mangas que je voulais lire cette année, mais ceux qui reviennent peut-être le plus et qui ne sont pas encore sortis, il y a déjà Berserk, alors j'attends la nouvelle édition pour commencer, et un autre titre où j'attends, alors j'ai bien aimé l'animé, les deux versions de l'animé, Hellsing et Hellsing Ultimate, donc on va parler de Hellsing, qui est reporté depuis 2-3 ans peut-être déjà, ça fait 2-3 ans où on a vu la sortie sur Manga Collect, pourtant le tome est toujours pas sorti, ça devrait sortir cette année, on espère que Delcourt ne fasse pas encore faux bond, ou comme certaines séries comme Blue Box, ou l'aventure de Dai aussi, Dragon Quest les aventures de Dai, j'espère que le rythme sera respectable. En tout cas j'ai hâte que ça sorte quand même pour découvrir la version de manga de cette série culte de vampires. Ensuite, le manga tranche de vie que je conseille, alors il y a deux séries qui se battent un peu en duel. Ma préférée reste quand même Mutsubushi Color, bon, qui est Shinobi Graphics, donc je vous présenterai quand même l'autre série, vu que théoriquement celle-là elle est difficilement trouvable, même si on a des échos, peut-être un retour de Noévé ou de leur titre en tout cas. En gros, on va suivre un peu les trois filles ici qui font partie des Colors, qui font un petit groupe d'enfants, qui protègent un peu la ville, le quartier, en faisant des petites bêtises ou des petites histoires d'enfants. Donc ça, je trouve une série assez reposante. On a des petites gimmicks un peu, chaque chapitre est un peu indépendant, il peut se lire un peu de façon totalement indépendante, dans l'ordre dans lequel on veut, même si un petit ordre précis. Et ce que j'aime bien avec la série, c'est déjà parce que c'est tranche de vie, on va suivre un peu leur quotidien, leurs bêtises, leurs moments aussi pour essayer de sauver la ville ou de résoudre un peu des énigmes, toujours un peu dans la joie et la bonne humeur.
Et l'une des particularités de la série aussi, c'est, je trouve, dans chaque tome, il y a toujours une petite idée qui essaye de renouveler un peu et de rajouter un peu plus de, pas de profondeur, mais de jouer un peu avec les médias. Par exemple, je sais qu'il y avait un tome où il prenait des photos et on voyait par exemple les personnages des mises en plan. Je sais pas dans ce tome-là, mais on voyait des mises en plan un peu particulières avec par exemple le pied qui écrasait un personnage, comme on peut voir des fois sur des photos avec des personnes qui tiennent la tour de Pise. C'est un peu le même principe et je trouvais ça assez ingénieux. Et là, c'est pareil, dans ce tome, on a des sortes de parties de cache-cache. Les personnages doivent se cacher. Et il nous montre un gros plan ici, qui clairement, après, même nous, on se joue un peu au jeu. Bon, on verrait peut-être pas forcément trop, mais on se joue au jeu. Est-ce que je le vois peut-être le personnage? Ouais, je le vois à la rigueur, je peux vous montrer où est-ce qu'il est. Le personnage est juste caché là-bas. Après, on a peut-être une autre page où on a un personnage qu'on voit un peu mieux. Je crois qu'il y en a un deuxième ici. Peut-être pas là. Ouais, ici à la rigueur, là, on voit peut-être un peu mieux le personnage. Et on voit le personnage qui est caché, et clairement, on se prête au jeu aussi à regarder la page et essayer de trouver le personnage, un peu comme les héroïnes qui jouent à cache-cache. Et ouais, c'est partie des séries pas forcément trop connues, parce que c'est vrai que ça reste un peu enfantin, et c'est chez Noël Graphics, donc être de plus en plus difficile à trouver. Mais c'est une série tranche de vie que clairement j'apprécie bien. Et l'autre série que j'aimerais parler aussi un peu, qui celle-là est encore accessible et qui clairement fait partie, alors c'est pas que tranche de vie, je trouve que c'est aussi un peu un truc, une leçon de vie. C'est Kamakura Diary, donc on va suivre un peu les sœurs. Est-ce que je retrouve? Ouais, je retrouve plus leur nom, j'avoue que c'est vraiment que j'ai lu la série. On va suivre trois sœurs qui, après le décès de leur père qui était parti se remarier avec une autre femme, vont adopter du coup leur demi-sœur qui cherche un peu sa voie et tout ça. Et on va suivre un peu cette demi-sœur qui du coup va essayer de trouver un peu un nouveau quotidien et tout ça. Alors le titre est très verbeux aussi, donc c'est pour ça que je dis c'est un titre qui te fait aussi un peu réfléchir et qui te pose des questions aussi un peu de manière morale. Mais on va suivre un peu leur quotidien, suivre exactement peut-être les relations amoureuses et les épreuves qu'elles vont partir, parce que chaque sœur a un peu sa particularité, a sa façon aussi un peu de voir les choses et de vivre aussi sa vie à sa manière. On a la grande sœur médecin qui essaie de respecter un peu ses sœurs et de rester quand même un peu dure et montrer voilà, que c'est elle un peu un peu l'autorité un peu de la famille. On a la petite sœur qui vagabonde un peu, qui fait des jobs un peu par-ci par-là, qui essaie de vivre un peu de manière tranquille comme elle le souhaite. Et on a la sœur complètement fêtarde qui du coup profite vraiment de la vie, va voir des mecs à tout va voir à des soirées, mais est quand même aussi sérieuse un peu dans son boulot. Et on a la petite dernière qui cherche un peu son quotidien, qui essaie de s'habituer un peu à tout ça, qui n'a pas forcément une enfance facile, elle ne sait pas forcément trop quoi faire et qui va avec ses nouvelles sœurs découvrir un peu des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Donc une série en 9 tomes que pareil je conseille, ça reste une très bonne tranche de vie qui est en plus très verbeuse, ça se lit à dire assez difficilement mais ça prend du temps à lire, c'est pas quelque chose qui se lit assez rapidement. Mais clairement c'était un plaisir de découverte et l'un de mes tops de l'année précédente. Ensuite on va parler de la série courte que je conseille en tout cas, donc série sans aucun doute, on va parler d'Éclat d'âme. Alors ça fait 4 tomes, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une petite série courte? Je pense quand même pour moi la série se lit assez bien et pas forcément trop long non plus, c'est assez bien 4 tomes. Donc Éclat d'âme, j'en ai déjà un peu parlé, c'est en gros, même on peut voir un peu ce que sur Akata dit derrière, c'est quotidien LGBT et c'est quoi? Poétique. Poétique, c'est le mot, clairement, je pense que c'est partie des titres. Je connaissais un peu j'avais quelques a priori quand même sur le mouvement LGBT, en quoi ça consistait, je savais comme de quoi ça parlait, mais j'avais un peu des a priori, ce que je pense peut-être beaucoup de personnes ont dessus aussi. Et le récit, j'ai quand même essayé un peu de découvrir, voir un peu de quoi ça parle. Et ça parle en gros d'un jeune garçon qui, durant le début du tome, regarde des vidéos de porno gay sur son téléphone. Il y a des camarades qui vont un peu se moquer de lui. Il va vouloir mettre fin à ses jours, mais il va rencontrer une dame qui va sauter aussi d'un autre balcon un peu plus loin. Il va essayer de la rattraper. Et va voir que la dame, finalement, elle n'est pas forcément à la recherche d'identité, mais elle gère une sorte de café, de salon café où il y a plusieurs personnes aussi pareil dans le même mouvement que elle, enfin le même mouvement que notre personnage principal, qui ont pareil un peu des penchants amoureux un peu différents ou des penchants qui sont plutôt du mouvement LGBT. Et notre personnage va essayer de s'ouvrir un peu à ça, de découvrir un peu le mouvement. On va découvrir avec lui un peu les préjugés, les difficultés et en quoi ça consiste un peu exactement. On va découvrir un peu tout ça à travers de ce manga, surtout dans le mouvement japonais où clairement on est dans un pays où la différence est quand même assez proscrite, c'est assez mal vu des fois d'être différent, d'avoir des penchants différents. Au début du tome, voilà, il y a le mec qui regarde des pornos gays, tout le monde qui se moque de lui, même son professeur qui ne le soutient pas forcément trop. Donc clairement, c'est un récit clairement qui va dire ouvrir les yeux, mais qui m'a permis de voir et de comprendre un peu plus différemment le mouvement LGBT et en quoi ça consiste et les difficultés que les gens peuvent rencontrer dans tout ça. Ensuite, ma romance la plus marquante,
dans un manga. Alors j'ai lu pas mal de mangas de romance, d'animés aussi. C'était assez difficile de choisir en vrai. Je pense que je pourrais même en citer des tas. Mais l'une des romances que j'apprécie, qui pourtant reste tout simple, c'est sur un manga Yuri, c'est Kaze-san, et ça suit aussi Kaze-san et Yamada. C'est un manga Yuri assez simple, on va voir un peu des... Voilà, je crois qu'elles sont au collège déjà ou au lycée, non, je crois qu'elles sont encore au collège, si je dis pas de bêtises. Le bêtises, moi, ils le disent pas forcément trop, mais en gros, Kaze-san Kaze qui gère en gros un peu le potager de son école, et Yamada qui est en gros dans le club d'athlétisme de son école, vont se fréquenter un petit peu, vont essayer de se rapprocher, on va découvrir qu'ils vont assez rapidement avoir des sentiments amoureux. Et je trouve que c'est assez bien fait, clairement, une romance plutôt bien écrite. Ça reste plutôt simplé, mais pourtant on y croit, on a envie de s'attacher assez rapidement au personnage. C'est pas forcément un manga trop non plus trop compliqué. Clairement, on prend les choses de manière assez simple, mais on les voit un peu leur relation évoluer. Ça fait partie, je pense, des romances que j'ai le plus apprécié. Alors, je peux pas forcément trop en parler, je vous avoue, c'est sans forcément trop spoil, et le manga, je peux dire, il tourne en rond, mais ça reste de manière assez simple, il n'y a pas forcément trop de choses ou trop de dénouements aussi à raconter, mais c'est suivre vraiment l'évolution et la relation de ces deux personnages de manière plutôt fluide et plutôt sympathique. Clairement, j'ai apprécié en tout cas découvrir leur relation évoluer, découvrir aussi la suite, Kaze-san et Yamada, qui du coup, alors je sais pas maintenant si ça se passe au lycée ou à l'université, mais en gros des études supérieures, où pareil, leur relation évolue encore plus, on a de nouveaux personnages qui s'incrustent, on a une relation qui s'assume un peu plus, parce que là clairement c'est la naissance de leur relation, et la suite Kaze-san et Yamada, elles sont déjà en couple, mais elles essayent quand même de vivre comme un couple, un peu plus normal comme un couple, un vrai couple, essayer de faire des sorties, faire des choses un peu plus que ce qu'elles faisaient avant, et pouvoir penser aussi un peu à leur avenir et ce que ça pourra leur apporter. Bon, maintenant on va parler baston avec mon affrontement préféré de tout manga. Manga shonen, manga seinen, j'ai vu pas mal d'affrontements. Il y en a pas mal qui me viennent en tête et qui m'ont aussi beaucoup marqué. Je pense les trois plus gros qui me sont venus et que j'ai hésité un peu à placer en première place. Alors il y a déjà Uki contre Riboku dans Kingdom, un affrontement qui vient assez rapidement et clairement montre un peu de grande puissance aussi à s'affronter. On peut aussi penser à Shin, qui fait aussi des affrontements assez spectaculaires tout au cours du manga. Un autre affrontement qu'on pense pas forcément trop non plus, qui a lieu dans Soul Eater, qui est un affrontement entre Black Star et Billy the Kid. Pas forcément trop développé, mais c'est un affrontement qu'on voit pas forcément trop venir et qui pourtant a un grand impact et qui fait grandement évoluer les personnages. Et l'autre affrontement alors c'est clairement, je pense, de la série en tout cas en question, c'est l'une des scènes les plus marquantes que j'ai eu en tout cas dans cette série. Et c'est JoJo Bizarre Adventure, même la saga Steel Ball Run avec les tomes 17-18. Essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe parce que c'est un affrontement. En plus, c'est même pas un affrontement avec les personnages principaux. On va suivre Dio et Wakepipo, qui sont un peu des personnages un peu secondaires de cette intrigue, qui vont faire face aux grands méchants de l'arc, enfin de cette saga, de la saga Steel Ball Run, donc qui est le président Valentine. Et en gros, ils vont se retrouver à essayer de le poursuivre pour récupérer au début les parties du corps du cadavre qu'ils recherchent. Mais ils vont tomber, alors c'est pas forcément tout le tome, c'est seulement la partie qui s'appelle Dekatse, donc il y a un peu le nom du stand du président, et on va découvrir au fil de ces tomes, de ces deux tomes, le pouvoir un peu, on va essayer de comprendre en même temps le pouvoir, parce qu'on va voir par exemple Duo qui va essayer de suivre le président, mais tout d'un coup on va voir le président qui va disparaître, il va le voir réapparaître comme il fait l'attaquer, mais finalement quand il va l'attaquer, il va se rendre compte qu'en fait il a tiré sur Johnny. Pareil, Wakepipo, on va se rendre compte qu'il vit exactement la même situation. Pareil, il suit un peu le président, il le tient en filature, il pense l'avoir et au final, il voit finalement que c'est Johnny qui l'a tué sans faire exprès. Et on est au fil de l'affrontement, c'est même pas plus vraiment un affrontement parce qu'ils essayent de comprendre un peu, ils essayent de suivre le pouvoir du président et de comprendre un peu ce qu'il fait. Et nous, c'est pareil, à chaque chapitre, on se dit, attends, alors c'est peut-être ça, finalement, ça veut dire, est-ce que ça permet de retourner dans le temps, mais changer des événements? Est-ce que ça permet de faire ça? À chaque chapitre, vraiment, on se pose la question, on se dit, attends, le pouvoir du président, on réfléchit en même temps que les personnages, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Finalement, le chapitre d'après, le pouvoir se développe encore plus, on voit qu'ils arrivent dans un autre monde, qu'il y a un autre Wakepipo qui arrive, il y a un autre duo qui arrive, ils se font face, on se dit attends mais ils sont dans un monde parallèle où ils sont vraiment revenus vraiment dans le passé mais avec un dédoublement de personnalité où des personnes vont dédoubler complètement les personnages. On n'arrête pas de se poser la question un peu de vraiment ce qui se passe et de comprendre un peu, alors je sais pas si j'ai une page peut-être un peu sympa ici, on essaie vraiment de comprendre un peu ce qui se passe et de comprendre les événements et ça fait partie des affrontements, enfin
des affrontements, même si c'est pas vraiment un affrontement direct comme on peut le penser dans les shonen, avec voilà, One Piece par exemple, Luffy qui combat Kaido, mais ça fait partie des affrontements assez psychologiques qui clairement m'ont tenu en haleine, parce que chaque chapitre j'avais vraiment envie de savoir. Je me suis dit, attends, mais quel est vraiment le pouvoir du président? Est-ce que Dio et Waki et Pipo vont réussir à s'en sortir? Parce qu'en plus c'est pas les personnages principaux, donc il y a le doute aussi qui est permis en se disant, est-ce que les deux vont mourir? Est-ce qu'il y en a un qui va mourir? Est-ce qu'ils vont quand même réussir à tuer le président ou pas du tout? Sachant que c'est les méchants de l'arc, il faut quand même se poser un peu la question, mais on est quand même très... moi, en tout cas, j'étais accroché sur mon siège pour connaître un peu le déroulement de ça, et ça fait partie des moments de Steel Ball Run et même de JoJo tout court, même s'il y a d'autres affrontements dans JoJo qui sont spectaculaires, ça fait partie des affrontements qui clairement m'ont tenu en haleine et que j'ai hâte de voir en animé lorsque Steel Ball Run sera annoncé en animé. La prochaine question, alors pas forcément trop parler de manga, c'est parler les 3 points qui font pour moi une série réussie. Alors le choix est assez difficile, ça dépend un peu des séries et du style aussi un peu de l'auteur, je pense, pour créer des bonnes séries. Mais pour moi, les 3 points qui font que j'apprécie peut-être une série, alors déjà c'est la cohérence un peu de l'univers et du monde. Moi, par exemple, on arrive dans un monde, je peux par exemple penser aux isekai, je sais que c'est un point souvent qui peut revenir. Les isekai, avec, on a l'impression que le monde tourne surtout autour du héros, que il y a des dragons, il y a des démons qui peuvent tuer complètement tout le monde, et pourtant il y a quand même des humains basiques qui ne vont rien faire de leur vie, qui sont complètement nuls, qui sont cravachés sur leur siège toute la journée, qui survivent un peu là-dedans. On se demande des fois un peu la cohérence, ou même des fois on a des pouvoirs super cheatés qui sortent un peu d'On Seizu, qui arrivent à complètement détruire la Terre, qui sont des points pas forcément trop cohérents non plus dans l'univers. L'autre point qui est un peu en lien avec ça, c'est aussi un univers travaillé. Je pense que pour moi, pour une bonne série, il faut quand même avoir un univers assez travaillé. Et je peux par exemple prendre l'exemple de Spirit Seeker qui laisse un peu des petits indices, des fois un peu sur son univers. On peut penser que clairement, on nous parle de Sanomé, on nous parle de différentes branches, de ce qui peut se passer. Que dans d'autres pays, par exemple, il y a des choses qui se passent comme ça. Pareil pour dans Kingdom, on a différents royaumes qui se combattent. On peut facilement imaginer un peu de ce qui se passe dans les autres royaumes, qu'il y a des affrontements, qu'il va y avoir des personnages assez très puissants qui s'affrontent. On imagine un peu aussi le passé de ce qui a pu arriver. On dévoile des fois un peu quelques brides, tout en laissant aussi un peu des mystères pour laisser libre au lecteur à l'interprétation de ce qu'il souhaite et imaginer un peu les événements comme il l'entend. Donc c'est vraiment un truc que j'apprécie dans des séries, avoir un bon univers bien travaillé. Et après, le dernier point qui pour moi fait une série un peu plus réussie, c'est avoir un peu des éléments de surprise. Avoir des éléments, des fois tu t'attends pas, genre tu lis une page, prends par exemple le cas de JoJo Steel Ball Run que j'ai cité juste avant, tu t'attends pas vraiment à voir tout un chapitre avec 2 personnages secondaires qui vont affronter le grand méchant et qui vont essayer de découvrir un peu les pouvoirs, tout en étant là-dedans, en étant un peu capté, en disant ok attends mais quels sont vraiment ses pouvoirs, il arrive à remonter dans le temps, est-ce qu'il arrive à faire ci, il arrive à rentrer dans des univers, il passe par des trucs, vraiment JoJo c'est peut-être là où tu as le plus de surprises, parce que des fois tu réfléchis avec les personnages, tu as des personnages qui peuvent avoir des pouvoirs. Ça a l'air complètement con des fois un peu les pouvoirs, mais pourtant c'est fait d'une manière assez surprenante qui t'interroge aussi un peu là-dessus et qui te laisse pas forcément de marbre. Tu t'attends pas forcément à ça et ça fait partie des bons points pour faire une bonne série. La prochaine question, c'est en rapport avec les maisons d'édition que je préfère. Alors il y a plusieurs maisons d'édition, c'est assez difficile en fonction des titres peut-être aussi qui apparaissent. Je peux par exemple citer Le Lézard Noir qui fait clairement un très bon boulot d'édition. Il y a Akata aussi qui sort des titres très marquants, je trouve, et une autre maison d'édition qui... Alors je trouve qu'on n'en a pas forcément trop parlé, et pareil au début, je sais pas que je la boudais un peu, mais les titres qui sortaient, je n'y prêtais pas forcément trop attention, mais c'est Manabook, je trouve qu'ils sortent quand même des titres... on fait pas forcément trop attention, il y a souvent des trucs un peu basés sur des jeux vidéo, mais il peut quand même avoir quelques perles assez bien pensées et assez cachées. Par exemple, penser à High School Girl, qui clairement est, je pense, pas forcément dire la meilleure série, mais une très bonne série en tout cas qui est genre chez eux. Et pareil, quand on fouille un peu dans le catalogue, on peut voir des fois des petites pépites ou des mangas, tu t'attends pas forcément trop à tomber sur ça, et qui clairement valent le détour. Donc pour moi, c'est vraiment, je devrais faire un top. Je dirais peut-être Manabook quand même pour un peu la surprise de certaines de ces séries. Pour moi, c'est l'une des révélations peut-être de ces dernières années. Où clairement, quelques années, je ne vous aurais clairement pas dit Manabook apparaissait dans les tops de mes maisons d'édition préférées. Après, j'irais peut-être Le Lézard Noir, même s'ils ont des titres un peu chers, ils ont quand même des titres de qualité. Et on voit qu'ils sont, les ouvrages en tout cas sont soignés, ils sortent aussi des ouvrages de qualité sur lesquels je pense ils sont fiers. Et après, dernière maison d'édition, du coup, c'est Akata. Je pense que clairement, rien que pour leur catalogue et l'audace aussi de sortir les titres qui sortent habituellement, ça fait partie des maisons d'édition en tout cas que je préfère le plus. Bon, on arrive sur la fin, il nous reste encore 2 questions. Donc l'avant-dernière question, c'est le thème que j'aimerais voir plus abordé aussi dans les mangas. Bon,
Ça dépend un peu des fois des thèmes. Là maintenant je suis plus dans un délire un peu médecine avec Monster, Give My Regard to Blackjack, que j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est partie des thèmes, enfin l'un des thèmes de médecine que j'aimerais voir un peu plus abordé dans les mangas. Je trouve qu'on n'en parle pas forcément trop, ou des fois c'est des trucs, par exemple voir des patients, des sorts de soins, ou comme dans Monster on nous parle de médecins, mais c'est pas forcément concentré là-dessus. C'est plus un peu d'un métier idéalisé. Moi j'aimerais bien voir des trucs un peu comme voilà, Give My Regard to Blackjack, ou un truc à la Dr House, mais en version manga, où vraiment tu vas suivre le quotidien d'un médecin, les difficultés que ça peut rencontrer, et pas forcément que faire des trucs de manière idéalisée, vraiment montrer la réalité du métier, la réalité de ce que ça implique, les risques, le fait que pas forcément toujours sauver des vies, qu'il y a des fois des vies, et même si on se bat, on n'arrive pas forcément à les sauver. C'est un thème que j'aimerais bien voir un peu plus abordé dans des mangas. Alors, je sais qu'il y en a certains, chez Momo Medical History, pareil, qui était sorti, qui parlait aussi un peu de médecine, qui traitait aussi ça de manière différente, mais c'est partie des thèmes, l'un des thèmes, je trouve, qui mérite en tout cas d'être abordé un peu plus dans le paysage du manga. Bon, en tout cas en France, peut-être que ça sort, peut-être que dans d'autres pays ou au Japon, il y a plus de titres dans ce thème-là. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus en France quand même. Et enfin, la dernière question, le manga qui pour moi mérite d'être un peu plus connu. Alors la série que je parlais a quand même gagné un peu en popularité grâce à son animé, c'est La Journey Beyond Heaven, ou Heavenly Desillusion aussi, avec le titre anglais et le titre de l'animé. Alors les dessins font peut-être pas forcément trop envie, mais c'est un récit de mystère dans un monde un peu futuriste, post-apocalyptique. On va suivre deux groupes, donc d'abord Maru et Hiruko, qui vont rechercher un peu le paradis, ils sont dans leur monde un peu désertique, ils vont chercher un peu le paradis. Là par contre je spoil une autre page. Voilà, là j'ai une bonne page qui est sympa. Ils vont chercher un peu le paradis, parce que Maru doit ramener un médicament à un enfant apparemment à quelqu'un qui lui ressemble. Et de l'autre côté, alors plus forcément dans le tome 10, mais on va suivre des enfants d'une sorte d'orphelinat qui a l'air un peu à la Promised Neverland, un peu bizarre parce qu'ils sont enfermés entre des murs, il ne faut pas forcément trop sortir, il y a des sortes d'expériences qui se passent. On découvre assez rapidement que finalement les adultes, ils ont l'impression de leur cacher des choses et que même les enfants ont l'air d'être pas forcément tout à fait eux-mêmes. Il y a des choses qui se passent un peu avec eux et qui met un peu la puce à l'oreille sur des événements qui pourraient se passer un peu plus profondément. C'est difficile d'en parler parce que c'est plus vraiment un récit où on lit, où on est happé un peu par les mystères et on a envie d'en découvrir un peu plus. Le tome 10 dévoile quand même quelques mystères, enfin révèle quelques mystères un peu en plus, mais c'est une série clairement, je pense, qui mérite d'être un peu plus connue et mise en avant dans le catalogue du Pika. Ça a été mis un peu en place avec l'animé, mais j'aimerais bien en tout cas voir les autres œuvres. Je sais que l'auteur Masakuzu Ishiguro a fait aussi différents one-shots et une autre série sur Emachi qui j'aimerais bien voir en tout cas en France. Arriver un peu au moins ces autres one-shots, je sais qu'il y a certains one-shots qui sont plutôt bien, j'ai eu l'occasion un peu de lire les premiers chapitres déjà de manière plus ou moins légale. J'ai eu l'occasion un peu de les lire et effectivement il y a de bonnes surprises et des récits aussi captivants que Journey Beyond Heaven qui clairement méritent d'être connus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je vois que l'enregistrement a quand même duré pas mal de temps. Donc voilà, c'était ma Mangatech un peu en ma question, je pense que d'ici quelques années je referai peut-être le même défi un peu ou des défis un peu différents pour varier un peu le contenu sur la chaîne et voir comment aurait évolué un peu ma vision aussi des mangas au fil des ans. Clairement, je pense que là je le fais à l'instant T, mais si j'aurais fait quelques années, il y aurait des titres que j'ai découverts cette année ou même découverts récemment qui apparaîtraient pas là-dedans. Rien que les thèmes que j'aimerais voir un peu plus abordés dans le thème paysage du manga, ça évolue grandement en fonction du temps, en fonction de ce que je vois aussi. Là, je suis plus dans un délire un peu médecine, j'aimerais découvrir des titres dans ce genre, mais ça se trouve dans quelques mois, ça sera un genre complètement différent. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à me dire dans les commentaires ou faire une vidéo de votre côté si vous êtes créateur de contenu sur également les 20 questions de votre Mangatech idéal. Je mettrai les questions de toute façon en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.